Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, on part embrasser le monde. Bienvenue, c'est Invitation Voyage. Rendez-vous à Marseille aujourd'hui, avec une artiste qui a attrapé les sourires, les enfants qui jouent ou les résistants prêts à reprendre la ville. Le talent de la photographe Julia Pirotte, polonaise, juive et communiste, a éclaté au moment même où on cherchait à la faire disparaître. Ce sera l'inspiration. Nous nous rendrons ensuite sur l'île de Vancouver, à Tofino, l'un des spots de surf les mieux préservés d'Amérique du Nord. Si cette forêt ancestrale fait toujours face à la puissance du Pacifique, c'est grâce à la volonté d'une poignée d'hommes, des autochtones et des hippies qui se sont battus côte à côte pour sauver la nature des griffes de l'industrie forestière. Nous irons également à Tokyo pour cuisiner un omurice. C'est un plat hyper populaire depuis l'ouverture à l'Occident. Du riz sauté qu'on recouvre d'une omelette et d'un ingrédient qu'on n'attend pas sur cette partie du globe, mais que les Japonais pourtant adorent, le ketchup. C'est parti. Oh, pas mal. Enfin, à Dublin, je vous raconterai l'histoire inattendue de deux sœurs, Suzanne et Elisabeth, qui, en créant leur propre imprimerie, ont entrouvert les portes de l'indépendance de l'Irlande. Et tout de suite, on décolle vers le Liban pour la dînette. Dans les années 60, à Beyrouth, un petit groupe d'étudiants brillants, âgés de 22 à 28 ans, va se retrouver suivi de très près, à la fois par la CIA et par le KGB. À votre avis, pour quelle raison? La réponse, vous l'aurez en fin d'émission. Pour l'instant, nous partons à Marseille. Cette ville a révélé une photographe polonaise à une époque où il valait mieux pour elle se cacher. Julia Pirotte, c'est notre inspiration. On était ensemble avec mon appareil, dans différentes situations extrêmement difficiles. C'est avec lui que je photographiais la vie quotidienne de Marseille sous l'occupation, la résistance, l'insurrection. Il m'est vraiment très cher. Juive, polonaise, communiste, résistante. Julia Pirotte est tout ce que le nazisme honnit et persécute. À Marseille, en pleine guerre, la jeune femme ne se contente pourtant pas d'exister. Elle agit. Elle braque son appareil sur tous les parias de Vichy et de l'occupant, étrangers, militants ou crèvent la faim. Sous la pression de la guerre, sous la pression de l'occupation, sous la pression du nazisme, elle décide de prendre son destin en main. Elle décide d'aller au bout de son envie d'être photographe. Et elle se réalise comme photographe à partir du moment où elle prend les photos de Marseille. Dans la cité phocéenne, Julia Pirotte capte obstinément la vie, même quand plane la mort. Printemps 1940. Elle découvre Marseille à 32 ans. Une ville encore libre, le soleil, la mer. Elle a fui sa Pologne natale, où elle a été jetée en prison à 17 ans pour son militantisme communiste, y est restée enfermée 4 années. Elle a fui ensuite la Belgique, où elle s'était réfugiée et mariée, quand l'Allemagne nazie l'a envahie. Ici, elle passe de l'ombre à la lumière. Le fait que Marseille soit en zone libre a aussi fait que c'était une terre d'immigration. Elle se sentait peut-être plus chez elle. Elle aimait cette ville, elle aimait le soleil, elle allait se baigner, elle aimait le climat ici. Elle a tout quitté, donc ça a aussi cette notion, donc il faut trouver du travail vite. Et donc sur ces plages où il y a effectivement toutes ces personnes qui sont là, elle va travailler comme photographe de plage, donc faire des portraits de ces jeunes femmes, de ces familles qui veulent garder des souvenirs de leur passage. Et donc elle va travailler à la fois sa technique, qui est le portrait, qui est un de ses moments préférés, où elle capte justement l'intensité d'un regard. Alors que le nord de la France est occupé, Marseille reste le seul grand port de la zone libre, l'unique ouverture sur le monde. La ville fourmille de réfugiés, français ou étrangers, qui ont fui, comme Julia Pirotte, les territoires occupés et qui rêvent de trouver ici une porte de sortie. Alors attendez, le merlan ici
Il s'y mêle aux immigrés et aux autres exilés, arrivés depuis des décennies. Dans les années 40, tout le pourtour du centre-ville, c'est-à-dire tous les quartiers qui entouraient le Vieux-Port, étaient habités par des gens très pauvres. On se levait très tôt le matin pour pouvoir venir et gagner quelques sous. Il y avait les bouquetières qui avaient 12 ans qui vendaient des bouquets de fleurs. Il y avait les cireurs de chaussures. Il y avait les débardeurs qui déchargeaient les bateaux. Donc voilà, il y avait tous ces quartiers où vivaient les Napolitains, les Corses et les Arméniens. Fille de mineur, portée depuis son plus jeune âge par les promesses du communisme, la photographe tourne son objectif vers ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Et là, elle est frappée. Elle est saisie par l'ambiance environnante, par les hums, les invisibles, ceux dont on n'a pas envie de parler. Et elle, ce qu'elle retrouve, c'est l'ambiance de son enfance dans son petit village. Elle est très émue par ces personnes et elle décide d'immortaliser des instants fugaces des enfants en train de jouer, parce que même si on n'a pas d'argent, eh ben, il y a quand même une candeur, une insouciance dans ce regard de ces gamins. Il y a cette photo qui m'a beaucoup touchée personnellement. Le cadrage qui a été fait, il met en lumière cette femme très 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 pauvre, habillée en noir, qui est assise autour de cagettes. On a l'impression qu'elle n'a rien, elle est démunie de tout, mais elle a sa dignité. Elle a ce regard franc. Julia Pirotte, au-delà de son humanisme, son engagement, elle fait preuve de réalisme. Elle n'essaie pas d'enjoliver le monde qui l'entoure, elle veut le montrer tel qu'il est. La jeune femme parvient à publier ces images dans le Rouge Midi, l'organe local du Parti communiste, diffusé alors sous le manteau, mais aussi dans des journaux locaux plus officiels. Des parutions qui lui permettent d'obtenir sa carte de presse et de circuler librement. Forte de cette couverture, la photographe rejoint la résistance en juillet 1941 au sein du réseau FTP-MOI, formé par la main-d'œuvre immigrée. Elle rentre dans la résistance en tant qu'agent de liaison, ce qui lui permet de faire passer des armes, des tracts et d'aider les résistants comment en fabriquant, en créant des faux papiers. Donc elle a eu un rôle très très important dans la résistance marseillaise. Dans cette course à la survie, Julia Pirotte poursuit son combat, son Leica en main, pour mettre en lumière ceux que la guerre enferme dans l'ombre. Sur les hauteurs de Marseille, dans le quartier huppé du 7e arrondissement, se dresse l'ensemble des bâtisses de l'hôtel Bompard. En juin 1940, il est réquisitionné par la préfecture des Bouches-du-Rhône. La police française y fait interner 150 femmes juives allemandes et autrichiennes et leurs enfants, officiellement en attente d'un visa d'émigration. Elle connaît l'assistante sociale, une des assistantes sociales qui aide les internés dans ce camp. A priori, grâce à sa carte de presse, elle peut rentrer effectivement dans l'hôtel et faire ses photographies. On voit à la fois des adolescentes qui font une ronde, des femmes qui sont en train de faire de la couture, la corvée et la distribution de la soupe. Ces moments de vie, Julia Pirotte les fixe sur pellicule en juillet 1942. Un mois plus tard, une rafle est organisée en zone libre par le régime de Vichy. Une partie des enfants et la plupart des femmes sont déportés vers Auschwitz. C'est le seul et le dernier témoignage. Et ce qui est très fort, c'est que certains visages, notamment certains visages des enfants les plus jeunes, sont les derniers instants de ces enfants.
ce regard que cette petite fille qu'elle lance à l'appareil photo, qui est en fait une incarnation de ce qu'elle était et qu'elle ne disparaîtra plus parce qu'on a gardé cette photo. Julia Pirotte, elle était comme ces femmes, elle était elle-même juive. Quand on voit son parcours, on oublie souvent à quel point il aurait pu s'arrêter immédiatement et on n'en aurait pas forcément parlé, on aurait pu aussi l'oublier. Donc on a quand même cette notion de la brièveté qu'aurait pu être sa vie ici, si elle avait été ou arrêtée, découverte, ou trouvée avec ces photos-là, qui deviennent finalement des photos clandestines. Donc en fait, elle fait des photos vraiment pour garder trace. Une clandestinité de plus en plus risquée. Le 11 novembre 1942, l'armée allemande franchit la ligne de démarcation et pénètre la zone libre. Marseille est désormais occupée. Julia Pirotte continue de servir la résistance. Durant l'été 1944, tout comme des milliers de partisans marseillais, elle sort de l'ombre. Le 19 août, alors que le débarquement a eu lieu quelques jours plus tôt en Provence, les forces françaises de l'intérieur appellent les Marseillais à l'insurrection pour libérer la ville. La grande spécificité et la grande fierté aussi de la libération de Marseille, c'est que c'est une libération qui se fait, les résistants disaient, la ville s'est libérée par elle-même. Son appareil en bandoulière, la photographe rejoint les insurgés en plein centre-ville, appelés par les réseaux clandestins à prendre d'assaut la préfecture. La préfecture, à ce moment-là, redevient un symbole, un lieu de pouvoir. Et donc, c'est un enjeu de reprendre possession de la préfecture pour reprendre possession finalement de la République, y installer un comité de libération. Cachée derrière une camionnette, Julia Pirotte réalise un cliché historique. La toute première photo de l'attaque des partisans marseillais contre l'occupant sur la place de la préfecture. Les plus grands jours de ma vie furent ceux de l'insurrection de Marseille. Comme tant d'autres, j'avais des comptes à régler avec les nazis. Et elle est en combat rapproché avec son objectif, comme une arme. La résistance, elle éclate dans les photos de Julia Pirotte avec des résistants en armes, qui ont des fusils, qui sont en embuscade, qui se réunissent pour décider des avancées ou non des mouvements armés de la résistance. Elle prend en photo des rares moments de répit quand les tirs s'arrêtent. On voit aussi la pluralité de la résistance, notamment une très belle photo avec une militante communiste qui s'adresse d'égal à égal à d'autres courants de la résistance qui sont représentés par des hommes. Après plusieurs jours d'affrontements violents, la majeure partie de la ville est libérée le 27 août 1944 et les Allemands capitulent le 28 août. Marseille crie sa joie. Le lendemain, sur le Vieux-Port, Julia Pirotte immortalise le défilé de la victoire. Quand je ressens un battement de cœur, je sais que ce sera une bonne photo. On voit toute l'humanité retrouvée, des Marseillaises, notamment des femmes de Marseille, qui défilent sur le Vieux-Port, qui défilent sur la Canebière, qui célèbrent cette libération, le sourire aux lèvres. À l'automne 1945, la jeune femme quitte Marseille pour retourner en Pologne. Quand elle s'éteint en 2000 dans son pays natal, à l'âge de 92 ans, la photographe laisse derrière elle l'un des plus importants témoignages des grands combats du XXe siècle. C'est une histoire croisée entre cette ville qui a ce destin cosmopolite, qui a ce destin populaire, qui correspond, qui est en résonance avec la trajectoire de vie de Julia Pirotte. Et donc, d'une certaine manière, elle s'identifie à cette ville. Et quand cette ville se libère, elle a le sentiment de se libérer avec elle.
Thomas Chauvineau nous a donné rendez-vous sur le vieux port de Marseille. Mais est-il si vieux que ça? C'est le clin d'œil. Il a gardé son nom, le Vieux-Port. Pourtant, le Vieux-Port est plutôt tout neuf, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, après avoir été détruit par les nazis, avec l'aide, il faut le dire, des autorités françaises. Nous sommes au début 1943. Les nazis sont à Marseille et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'aiment pas le populaire quartier du Vieux-Port, avec ses juifs, ses immigrés, ses communistes, ses prostituées et ses résistants. Hitler s'inquiète, Himmler rêve de tout faire sauter, les habitants compris. Les choses se passeront différemment, mais on n'en est pas loin. Le 22 janvier, 12 000 policiers français et des soldats allemands raflent une première partie des résidents. C'est le début de l'opération Sultan. 1600 sont directement envoyés dans les camps de concentration. 2 jours plus tard, au petit matin, des voitures munies de haut-parleurs diffusent un message. « Quittez votre domicile, n'emportez que des bagages à main, votre hébergement sera assuré. » En vérité, rien n'est prévu. L'hébergement, chacun doit se débrouiller et les indemnités promises n'arriveront qu'après la guerre. 25 000 personnes sont expulsées de chez elles, une expulsion qui, en temps de guerre, fait aussi des heureux. Quand l'autorisation est donnée de revenir récupérer quelques affaires, la plupart des maisons ont été pillées. Les habitants du Vieux-Port sont envoyés dans un camp de Fréjus. Là, les nazis trient. 800 personnes sont à leur tour déportées dans des camps, des prétendus terroristes, de nombreux juifs, de la main-d'œuvre surtout. Beaucoup ont entre 14 et 20 ans. Les autres vont assister impuissants au dynamitage systématique de leur quartier, emportant les souvenirs de toute une vie. L'opération prend un peu plus de 2 semaines, 1500 immeubles sont détruits dans le quartier du Vieux-Port, exception faite de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, où un plan de reconstruction a été voté un peu avant que le quartier soit dynamité. Et beaucoup se sont interrogés. Cette destruction rapide pourrait-elle faire le bonheur de quelques promoteurs bien introduits ? On ne le saura pas. La fin de la guerre change la donne. Les travaux de reconstruction démarrent plus tard, à la toute fin des années 40. Le Vieux-Port n'est pas tout neuf. Direction l'ouest du Canada pour notre deuxième étape. J'ai décidé de vous inviter à Tofino. C'est une ville écologique, une ville de surfeurs aussi, qui n'hésite pas à s'élancer dans le Pacifique malgré la température de l'eau. Dans les images que vous allez voir, elle est à environ 10 degrés. Pour tous les dompteurs de vagues, elle est mythique. La capitale du surf du Canada, Tofino. Sur leurs planches, ils bravent la température plutôt frisquette de l'eau, le vent, les déferlantes et se connectent à la puissance du Pacifique, ainsi qu'à la dense forêt pluviale qui s'étend le long de l'océan. Tout au bout de la Highway 4, Tofino, petite ville à l'ouest de l'île de Vancouver, est bien plus que le royaume boréal de la glisse. C'est un haut lieu de résistance dont les acteurs sont des membres des Premières Nations et des idéalistes qui se sont battus contre l'avidité sans borne des magnats de l'industrie du bois. On pagayait dans notre petit canoë à côté de l'un de ces bateaux, ces énormes barges pleines de troncs d'arbres, destinées à être exportées à l'étranger, pour que l'entreprise puisse se remplir les poches. Et j'ai dit, mais comment peuvent-ils faire ça? Ce capitalisme sans scrupules, qui exploite les ressources jusqu'à leur disparition. Il faut lutter contre ça. Il faut leur résister. Le lien entre l'homme et la nature qui règne ici existait déjà bien avant qu'une poignée de hippies tombe amoureux de Tofino dans les années 1960 et viennent s'y réfugier. Avant que l'homme blanc ne s'approprie ces terres au XIXe siècle pour tirer profit de leurs forêts et leurs eaux. Cette région, la baie Clayoquot, est le territoire des Tlaoquiat, peuple des Premières Nations de la côte ouest de l'île de Vancouver, qui vivent ici depuis des milliers d'années.
Nous avons un lien intime avec l'océan. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de ressources de l'océan que nous n'ayons récoltées pour nous nourrir. Nous avons une expression qui dit « Quand la marée est basse, le dîner est servi ». C'est là que l'on peut trouver tous ces crabes, ces palourdes, ces huîtres. Les Tlaoquiat faisaient partie des rares sociétés de chasseurs de baleines dans le monde. C'était une chasse très éprouvante. J'ai un profond respect pour nos ancêtres qui faisaient cela. Ils pouvaient passer 3, 4 jours en mer avant de capturer la baleine et la ramener dans le village. Pour nous nourrir, nous entretenions une relation étroite avec le saumon qui remontait les rivières des montagnes. Le saumon nourrit aussi les arbres. Les ours et les aigles le pêchent et le transportent dans la forêt. Ces arbres ne perdent pas leurs feuilles et n'apportent donc pas au sol le nitrate nécessaire à leur croissance. C'est le saumon qui apporte ce nitrate. Nos vêtements, nos habitations, nos embarcations, nos outils et nos ustensiles étaient faits de cèdre rouge. Par respect pour l'arbre, on ne gaspillait pas le cèdre. On coupait une planche sur l'arbre alors qu'il était encore debout et on s'en servait pour construire notre maison. Puis, on démontait le village, on mettait les planches sur des canoës et on se déplaçait vers des criques abritées pour y passer l'hiver. Et bien qu'on ait dû leur prélever du bois, ces arbres sont toujours debout et continuent de purifier l'air et l'eau. Cela témoigne des lois du respect qui existaient, qu'on appelle loi d'Isaac, et qui nous assuraient l'abondance. Cette existence est ébranlée par l'irruption des Européens à la fin du XVIIIe siècle. Un trafic se met en place entre les Tlaoquiat et des commerçants maritimes. Précieuse fourrure de loutre de mer contre objets manufacturés jusqu'à la quasi-extinction de l'animal. En quelques décennies, la majorité des Premières Nations est décimée par les maladies venues d'Europe. À la fin du XIXe siècle, Tofino est la base pionnière de l'exploitation du poisson et du bois de la région. Les entreprises forestières convoitent ces vastes étendues d'arbres réputés pour leur taille et leur qualité. En 1959, l'achèvement de la Highway 4 leur offre la possibilité de tirer pleinement profit des forêts de Tofino. Mais elle permet également l'arrivée d'esprits libres et contestataires à la recherche d'un havre en pleine nature, loin du système et de ses conventions. J'ai été appelé sous les drapeaux, mais je suis allé devant la commission de sélection et j'ai présenté mon cas comme objecteur de conscience à la guerre du Vietnam. Puis, je suis venu ici. Je désirais retourner à la terre. La vie urbaine, ce n'était plus pour moi. Les genres de personnes qui sont arrivées ici à cette époque sont venus pour le style de vie. Cool, détendu. On conduisait sa voiture directement sur la plage. On installait son camp, on surfait. On cherchait à avoir la vie que l'on désirait, pas celle qu'on voulait nous imposer à tout prix. Il y avait ce désir d'être autosuffisant. On faisait du compost, on jardinait, on cultivait notre propre nourriture. Comme Thoreau, l'écrivain qui était une source d'influence majeure pour beaucoup d'entre nous et que j'admirais profondément. C'était cette idée de se connecter à la terre, aux éléments, plutôt que de chercher à les dominer. Et puis, je me sentais proche de la culture des Premières Nations, leur respect envers la nature, la façon de vivre des peuples autochtones, de vivre avec la forêt, de vivre avec l'océan, me semblait plus sage que le mode d'exploitation capitaliste. Autour des feux de camp, croyances New Age et musique folk font écho au chant des Premières Nations. Des traditions autochtones qui se marient aux idéaux hippies d'harmonie avec la nature.
De cette rencontre naît un combat commun. Il faut protéger la nature exceptionnelle de Tofino et de sa région, la baie Clayoquot, menacée avant tout par l'exploitation forestière qui ravage l'île de Vancouver et met en péril ses écosystèmes. Dans les années 70, l'industrie forestière s'est accaparée ces régions, abattant chaque arbre pour les emporter. Et non seulement ses employés coupaient les arbres, mais ils les traînaient à travers les ruisseaux où les saumons frayaient, ce qui détruisait les habitats de reproduction des saumons. Quand ils sont arrivés ici, nous avons été nombreux à exprimer notre inquiétude et ils ont été contraints d'arrêter. Mais les compagnies de bois étaient des corporations extrêmement puissantes dans la province et elles ont convaincu le gouvernement de les laisser poursuivre leurs projets d'exploitation forestière sans prendre en compte ce qu'en pensait la communauté locale. Au début des années 1980, une société forestière planifie de raser les forêts millénaires de l'île Nirise. La communauté de Tofino s'oppose au projet. Les canoës tribaux sont mobilisés pour bloquer les bûcherons, des actions sont organisées, la presse convoquée. 10 ans de lutte acharnée qui culminent en 1993 avec la guerre des bois. Une série de manifestations pacifiques relayées par les médias du monde entier. En 1993, la baie Clayoquot a été le théâtre du plus grand acte de désobéissance civile de l'histoire du Canada. 800 personnes ont été arrêtées et des milliers de personnes sont venues pour protester et témoigner de ce qui se passait de ces arrestations. Les arrestations se sont multipliées. Les médias se sont davantage intéressés à l'affaire et de plus en plus de personnes ont pris conscience de la valeur de ces forêts et ont été horrifiées par la dégradation environnementale absolue que les compagnies forestières laissaient derrière elles. Ça a été un long processus, mais à la fin, nous avons réussi à préserver la plus grande forêt pluviale tempérée de l'île de Vancouver. Ça a montré que des individus qui luttent pour défendre ce en quoi ils croient peuvent contraindre les gouvernements à des changements majeurs. La guerre des bois diffuse à travers le monde l'image d'un endroit où la nature est sacrée et où l'homme veut la sauvegarder à tout prix. Tofino a sauvé son écrin et attire un nouveau tourisme soucieux du respect de l'environnement, une nouvelle manne financière moins destructrice que l'industrie forestière. En 1996, une famille impliquée de longue date dans la préservation de la région crée l'hôtel Wikaninish Inn. Lorsqu'on a décidé de créer cet hôtel, on a voulu qu'il s'intègre le plus possible à l'environnement naturel. Parce que nous pensons que c'est l'un des endroits les plus magiques de la planète, entre l'océan le plus puissant du monde et cette forêt ancestrale. Nous voulions célébrer son incroyable force. Nous sommes entourés de ces magnifiques arbres anciens. Et aucun arbre n'est plus important pour la culture autochtone et pour nous aujourd'hui que le cèdre. Tant de choses ont été créées à partir de ce bois. Il orne l'extérieur de nos bâtiments et de nombreux espaces intérieurs également. Vous verrez du bois partout. Les bordures de fenêtres, les linteaux des portes et les portes elles-mêmes en magnifique cèdre jaune. Dans les années 2000, Tofino devient l'un des spots de surf les plus réputés d'Amérique du Nord et se convertit en destination hype et huppée où chaque mètre carré atteint des sommes astronomiques. Malgré le lien ancestral des Premières Nations à l'océan, celle-ci reste à l'écart de cette évolution touristique.
il est rare de les voir profiter des vagues. Dans la continuité d'un esprit de communauté qui perdure, l'équipe de surf Mousla, qui signifie marée montante en langue Klao-Kwiat, fondée en 2019 par des autochtones, tente de changer les choses. Le but de Mousla est d'amener les jeunes autochtones à l'eau et de leur transmettre les compétences nécessaires pour être en sécurité dans l'eau et pour surfer. Alors, on va commencer notre leçon avec un peu de vocabulaire de surf. On est là pour surfer, donc on va commencer par dire surf dans notre langue. Et ensuite, pour désigner l'océan dans notre langue? Avant que cette équipe de surf existe, il était vraiment difficile pour nous, les jeunes autochtones, de surfer car ça coûte cher. Et il n'y avait personne pour nous enseigner et nous accompagner jusqu'à la mer. Personnellement, surfer m'a permis de me reconnecter à la nature, à l'eau et à la terre. Lorsque je surfe, je ressens clairement la présence de mes ancêtres. Allez, on passe en cuisine. Et c'est au Japon que nous allons apprendre une nouvelle recette, celle de l'omu rice, la contraction de omelette et de rice, de riz. Un plat légèrement régressif que Benny adore. On a rencontré cette jeune femme à Tokyo. Bonjour, je m'appelle Benny et nous sommes ici dans le quartier de Shibuya pour faire quelques courses. Je travaille en tant qu'artiste à Tokyo et aujourd'hui je vais cuisiner une omu rice. C'est un plat très populaire au Japon. Il faut faire cuire du riz, puis faire sauter les légumes avec du ketchup, avant de déposer une omelette par-dessus le tout. Alors je suis venue chercher des oignons, des carottes. Je vais également prendre des champignons. Quand je n'en trouve pas, je peux m'en passer, mais aujourd'hui, je vais en utiliser. Je prends aussi des champignons enoki. Bonjour. Vous avez besoin d'un sac? Oui, s'il vous plaît. C'est parti pour cuisiner l'omu rice. On va d'abord lancer la cuisson du riz et pendant ce temps, je ferai sauter les légumes. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait laver le riz plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Pour réussir ce plat, il ne faut pas que le riz soit trop mou, afin d'éviter qu'il soit réduit en bouillie à cause du ketchup qu'on va ajouter ensuite. Il faut donc faire en sorte qu'il reste un peu ferme. Je vous conseille donc d'utiliser un programme de cuisson rapide, environ 30 minutes, plutôt qu'une cuisson ordinaire qui dure 1 heure. Passons à la découpe des ingrédients. D'ordinaire, je mange toujours la même chose. Du natto, du tofu, du riz brun ou du saumon. De manière générale, j'aime bien cuisiner. C'est pour ça que je fais aussi ce plat de temps à autre. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je cuisine. Quand je m'y mets, je suis concentrée et j'ai comme l'impression de mettre de l'ordre dans mon esprit. C'est une sensation que j'apprécie. En plus, ça me permet de donner au plat toute la saveur que j'aime. On va passer aux cuisses de poulet et j'ai l'habitude aussi d'ajouter des petites saucisses. Le riz est prêt, je vais ouvrir.
Pour le maïs, ça dépend des fois. Parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de créer une omurice premium. Alors c'est l'occasion d'en ajouter. On mélange tout ça. Comme je vous disais, je travaille en tant qu'artiste ici à Tokyo. Je pratique ce qu'on appelle le shibari. C'est un art traditionnel japonais. J'utilise des cordes pour attacher des objets ou même des gens. À l'origine, à l'époque Edo, il s'agissait de techniques avec lesquelles on attachait les criminels. Les hommes qui pratiquaient ce métier se faisaient appeler nawashi. Ma première rencontre avec le shibari remonte à il y a 7 ans. J'ai commencé en tant que modèle et depuis 3 ans, je suis devenue ce qu'on appelle une shibarité. C'est moi qui crée les poses désormais. C'est parti! Oh, pas mal! Bon appétit! Bon appétit! C'est délicieux. C'est vraiment super bon. J'adore. Vraiment. Ça va me donner l'énergie nécessaire pour tout le travail qui m'attend tout à l'heure. C'est en Irlande que je vous emmène maintenant. À Dublin, 2 sœurs n'ont pas eu peur de se tacher les doigts par amour pour leur pays. C'est l'histoire inattendue. Au tournant du XXe siècle, un désir consume l'Irlande, accéder à l'indépendance. Et si la lutte a été conduite par les armes, elle a aussi été menée par les arts. Un combat bien plus discret qui a laissé dans l'ombre nombre de ses créateurs et surtout créatrices. À Dublin, durant une journée de l'automne 1908, l'inauguration d'une nouvelle imprimerie et maison d'édition, la Quala Press, suscite la curiosité. Selon la rumeur qui gagne la ville, son ouverture est le fruit du travail de 2 jeunes artistes, Elizabeth et Susan Lily Yates. Angela Griffiths, professeure d'histoire de l'art au Trinity College, nous ouvre les portes de leur univers. L'entreprise a été fondée en 1908. Elizabeth Yates dirigeait la partie imprimerie, quand sa sœur Lily était à la tête de la section broderie. Cette entreprise avait pour but de promouvoir l'impression artisanale, à la main, en Irlande, dans le cadre du mouvement Arts and Crafts. Ce mouvement artistique, né en Angleterre à l'ère victorienne, défend l'idée d'une beauté des objets du quotidien. Un artisanat d'art à travers lequel les sœurs Yates expriment leurs talents, leurs ambitions et leurs convictions. Car plus qu'une simple imprimerie, la Quala Press s'apparente à un projet politique. La Quala Press n'employait que des femmes. Et l'importance de travailler avec des femmes était très claire dès le début, car les sœurs Yates elles-mêmes avaient dû mener des vies indépendantes. Elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient pas grandi dans une famille riche. Et puis les femmes étaient souvent exclues des beaux-arts, notamment des disciplines valorisées comme la peinture et la sculpture. Donc beaucoup d'entre elles ont pu s'exprimer à travers l'artisanat. Dans la petite maison dublinoise qui leur sert d'atelier, Elizabeth, Lily et leurs employés impriment, dessinent, brodent, créant des objets littéraires inédits. Artistes autant que femmes d'affaires, elles n'hésitent pas à mettre à profit les talents familiaux. Car dans la fratrie Yates, il ne manque pas. Leurs frères William et Jack sont alors des figures montantes de la littérature et de la peinture irlandaise. Ce qui est intéressant, c'est que l'imprimerie Quala publiait les œuvres d'écrivains contemporains, alors que la plupart des presses privées éditaient des textes classiques. William Butler Yeats encourageait cette presse à diffuser des voix contemporaines. Et puis, ce qui était assez inhabituel pour une imprimerie de ce type, c'est qu'Elizabeth produisait aussi des œuvres graphiques, notamment des livres ou des poèmes illustrés et des gravures individuelles, ce qui faisait de Quala un centre incroyable où écrivains et artistes pouvaient créer ensemble. Parmi ces voix nouvelles, la Quala Press diffuse les écrits de l'américain Ezra Pound, de l'indien Rabindranath Tagore
et de certains chantres de la nation irlandaise, tels John Millington Synge et leur frère William Butler Yeats. Autant de récits modernes et anticonformistes, de plumes originaires des quatre coins du globe, de textes novateurs qui résonnent dans une Irlande en ébullition. L'entreprise Quala était reconnue comme un acteur majeur du renouveau irlandais, ce mouvement intellectuel qui avait démarré dès le XIXe siècle et qui s'alignait sur les politiques nationalistes. L'idée était d'affirmer l'identité irlandaise, de la définir pour de nouveaux publics, non seulement en Irlande, mais aussi à l'étranger. Leurs matériaux étaient exposés dans des foires internationales, notamment à Londres, à Paris et même en Amérique. Les sœurs Yeats subliment le folklore irlandais, esquissent le portrait d'un pays en mouvement et parent la nation en devenir d'emblèmes poétiques et multiples. Beaucoup de ces créations célébraient l'ouest de l'Irlande, un territoire rural, perçu comme typiquement irlandais, où l'on pouvait encore entendre le gaélique, où l'on pouvait encore apercevoir les coutumes irlandaises. Il était difficile pour ces artistes de représenter la ville de Dublin, parce que son centre était dominé par des bâtiments du XVIIIe siècle, empreints de ce passé colonial, de cette influence britannique. Mais dans les années 20, l'Irlande avait besoin de se réapproprier ses symboles. Et c'est cela que l'on peut apercevoir par exemple sur cette image. On perçoit une Irlande vibrante, moderne, s'emparant de son passé pour faire face à son avenir. En 1922, après des années de violence et d'affrontements, l'Irlande se défait enfin du joug britannique et proclame son indépendance, même si le Nord reste au sein du Royaume-Uni. Les sœurs savourent ce qui est aussi un peu leur victoire. Leur contribution à une forme de renaissance irlandaise est indiscutable, tout comme leur contribution à la définition d'une identité irlandaise. En 1922, quand le tout nouveau gouvernement irlandais indépendant a organisé une exposition à Paris pour annoncer la création de leur État sur la scène internationale, les œuvres des industries Quala faisaient partie de cette exposition. La même année, James Joyce, écrivain irlandais aux portes du succès, publie à Paris son roman phare, Ulysse. Au détour d'une ligne amère, l'auteur évoque les sœurs Yeats, bien loin des hommages auxquels elles ont été habituées. Il les décrit comme des Weird Sisters, des sœurs étranges, mais aussi, et c'est d'ailleurs une manière très irlandaise de le dire, comme des femmes artisanes. Artisane qui veut aussi dire en irlandais rusée, fourbe. Je pense que la raison pour laquelle il écrit cela venait plutôt de sa colère contre leur frère William, qui ne lui avait pas proposé de faire partie des auteurs publiés chez Quala. Nul nom et nulle mémoire pour les talentueuses sœurs qui disparaissent progressivement de l'histoire nationale dans l'ombre masculine de leur propre fratrie. Il faudra attendre plusieurs décennies et le travail des chercheuses du Trinity College pour redécouvrir ce pan esthétique et politique de l'histoire irlandaise et rendre enfin à Elizabeth et Lily Yeats ce qui leur appartient. Avant de nous quitter, on a un petit truc à régler, c'est la devinette. Tout à l'heure, je demandais pourquoi un groupe d'étudiants libanais avait été suivi de très près par le KGB et par la CIA. Eh bien parce qu'ils ont réussi à faire décoller des fusées. Nous sommes dans les années 60, la course à l'espace est lancée, la Russie prépare son premier vol habité avec Yuri Gagarin et Kennedy l'a promis, les Américains seront bientôt sur la Lune. Au Liban, un petit groupe d'étudiants, gagné par cette ferveur et mené par un prof presque aussi jeune qu'eux, se dit « Et si nous aussi on construisait des fusées ?» À la surprise générale, ils parviennent non seulement à les construire, mais aussi à les faire décoller jusqu'à la stratosphère. Les services secrets des deux bords s'intéressent alors à ces bidouilleurs de génie et le président du Liban les félicite. Mais leurs rêves vont devoir s'arrêter en 67 sous la pression des puissances étrangères. Bis bald.